Désolé d'intervenir de nouveau. Euh, Frédéric Dabi a dit beaucoup de choses sur la réglementation des sondages aujourd'hui, sur ce que cette nouvelle loi devrait changer. Je vais donc me contenter de quelques ajouts et je ne prendrai pas l'ensemble du temps de parole qui m'était dédié puisque ce serait un peu redondant. Un simple rappel. Pourquoi les sénateurs se sont saisis de ce problème? Ils se sont saisis de ce problème d'abord parce que la critique sociale des sondages aujourd'hui est extrêmement puissante. Après chaque élection, ou même souvent avant chaque tour de scrutin, nous, commentateurs, analystes, chercheurs dans le domaine des sciences politiques, sommes soumis à la question par un nombre de plus en plus important de citoyens, bien sûr, mais aussi et surtout de journalistes qui prennent beaucoup de notre temps et qui se posent des questions à la fois sur la validité des sondages et sur la façon dont, un, ils doivent les restituer dans leurs articles, et deux, la façon dont ils influent sur le résultat finalement de la course de chevaux, comme disaient les Américains. Je rappellerai deux faits, mais deux faits dans une longue histoire, c'est pas forcément beaucoup. En 1995, l'échec des sondages a été extraordinairement fort. Aucun institut n'avait vu que Lionel Jospin, le candidat socialiste, allait arriver en tête et assez nettement. C'est l'erreur la plus grave de l'histoire du sondage français. On retient le 21 avril 2002 avec la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour parce que effectivement, c'est un point de fixation, c'est un malaise, c'est un séisme dans la vie politique. Et depuis, la critique des sondages a fait réellement est entrée, je dirais, dans le domaine du public. Et la crédibilité même des sondages en a pris un coup. Les politiques, conscients de ce problème, conscients du fait que l'instrument de mesure est essentiel à la vie démocratique, ça j'ai essayé de le montrer ce matin, ils se sont saisis de la loi de 1977 qui tentait dans un premier temps de réglementer les choses pour tenter de l'améliorer. Alors ils ont auditionné un grand nombre d'experts qui viennent des instituts, qui viennent du monde universitaire, qui viennent du monde de la statistique, et nous avons eu l'honneur, au nom de la science, de la Société française de statistique, d'être auditionnés et même d'avoir des rapports techniques indexés au rapport qui est devenu une proposition de loi, précisant les modes à la fois d'administration d'un bon échantillon, d'analyse de marge d'erreur, et en gros comment la méthodologie devait s'appliquer en toute rigueur. Alors, les deux sénateurs qui sont à l'origine effectivement de cette loi, on vous l'a dit, sont messieurs Sueur et Portelli, qui viennent de deux groupes parlementaires antagonistes, l'UMP d'une part et le Parti socialiste d'autre part. Ils ont tous les deux le fait, en commun, d'être très sensibles à la fois et très connaisseurs de la statistique pour l'un, qui, Jean-Paul Sueur, qui par mariage est marié à une des grandes statisticiennes françaises et donc est imprégné au quotidien de la chose statistique, et l'autre, M. Portelli, a dirigé le centre d'information du gouvernement. Il a donc commandé et utilisé un très grand nombre de sondages à l'époque où M. Balladur était Premier ministre. Donc ce sont deux connaisseurs de la chose qui ont été à l'origine de cette proposition de loi. De ces auditions, au bout de quelques mois, 8 à 9 mois, est né un rapport que vous pouvez trouver en ligne, soit sur le site du Sénat, en cherchant un petit peu, soit en façade sur la page de garde du site de la Société française de statistique. Ce rapport, beaucoup des préconisations qui y sont faites émanent du milieu statisticien, et pas des politologues ou des instituts, bien sûr. Quelques critiques ont été faites tout à l'heure auxquelles on tentera de répondre. Et au-delà de l'aspect, je dirais, technique, il y a quelques aspects citoyens qui sont extrêmement importants. D'abord, comme l'a dit Frédéric, pour la première fois, et c'était peut-être utile, la dénomination de sondage est réglementée. Je vous l'ai montré ce matin, on va le remontrer tout de suite. On va passer deux slides à l'article 1. Oh non, on continue, on va jusqu'à l'article 1.
l'article 1. Voilà. La dénomination du mot sondage est maintenant enfin, si la loi est adoptée, alors juste, je signale que la loi a été adoptée et votée à l'unanimité des sénateurs en première lecture en février dernier, le 14 février. Elle est maintenant en commission des lois à l'Assemblée nationale. Nous sommes tous appelés à y être auditionnés, enfin tous quelques-uns d'entre nous. Bon, moi, par exemple, le fait que je sois ici m'empêche d'y être physiquement, mais j'y serai la semaine prochaine. Et l'IFOP a été auditionné et d'autres seront auditionnés. Donc, la commission des lois de l'Assemblée s'est ressaisie du problème. Il y aura des amendements, c'est certain. Certains peut-être qui parleront aux critiques, enfin, qui répondront aux critiques qui ont été émises par les instituts et par Frédéric tout à l'heure. Et puis d'autres amendements qui amenderont soit des nouveaux experts auditionnés, soit des députés eux-mêmes. Cette loi, il y a une forte pression du monde, d'une partie du monde politique, mais aussi d'une partie du monde médiatique, pour qu'elle soit votée avant que la vraie campagne de sondage ne démarre, de façon à ce que les sondages, entre guillemets, n'influent pas dans le mauvais sens sur la décision électorale du printemps prochain. Et notamment, nous, ce qu'on souhaiterait, à la CFDH et ailleurs, c'est que cette loi soit adoptée avant que le candidat socialiste soit désigné. C'est-à-dire que la loi entre en vigueur et permette de vérifier la façon dont les sondages des primaires vont s'opérer. L'article 1, comme vous le voyez, dénomme et précise ce qu'est un sondage. Alors j'y reviens pas parce qu'on a insisté un peu ce matin, mais il est important parce qu'il va permettre, comme disait Frédéric, de dire qu'est-ce qui est sondage, de qu'est-ce qui est manipulation. Enquête, trottoir, question lambda sur un site quelconque internet qui dit Marine Le Pen a 87% des suffrages dans telle commune, des choses comme ça. Bon, ça c'est ça pourrait être un premier acquis de la loi. Non, on avance, tu sais. Alors, parmi ce premier article, il a aussi deux autres dispositions importantes. La première disposition, effectivement, qui peut être critiquable parce qu'elle peut être un frein au développement des enquêtes en ligne sur Access Panel, donc sur effectivement panel de volontaires, puisqu'ils sont dans les Access, c'est l'interdiction des incentives pour les enquêtes politiques. C'est une question qui fait vraiment débat. Est-ce qu'en interdisant les gratifications sous forme de maximale ou sous forme de bons d'achat, mais de sommes extrêmement négligeables ou de loterie, on n'amputerait pas le progrès et effectivement, on n'irait pas à l'encontre du développement des enquêtes en ligne en France en ce qui concerne le marché de l'opinion publique. Ça, c'est une vraie question. D'autre part, est-ce qu'effectivement la question morale se pose, et elle est clairement posée essentiellement par les politiques, hein, par les sénateurs, mais par aussi une partie de la presse, on l'a vu récemment. Est-ce que le fait de gratifier les interviewés de quelque somme que ce soit, fût-elle la plus minime, ne va-t-elle pas influencer finalement et provoquer un afflux de volontaires qui se professionnaliseraient, etc. Alors en fait, les gens qui gèrent ces access panels ont bien des réponses depuis longtemps, ce sont des méthodes qui sont éprouvées, mais que les sénateurs et les députés ne connaissent pas encore. L'autre disposition de cet article 1, c'est que les organes d'information, et pas les instituts de sondage, sont soumis à la loi. Ils doivent absolument publier les sondages en adoptant l'ensemble des règles et des articles de cette loi, sous peine de pénalité dont on parlera tout à l'heure, et qu'ils fussent en France ou à l'étranger. Je l'ai dit ce matin, mais c'est important, c'est ce qui avait été l'une des causes de la modification de la loi 77 en 2002. Alors, les notices, Frédéric en a parlé, donc je vais aller très vite, les notices accompagnant tout sondage, notices fournies à la commission des sondages, doivent comprendre le nom de l'organisme, le nom et la qualité du commanditaire, ainsi que celui de l'acheteur s'il est différent évidemment, le nombre de personnes interrogées, le ou les dates de terrain où a été posées les interrogations, le texte intégral des questions posées ou un résumé qui
qui reflète fidèlement la teneur. Ça, c'est le texte de la loi que je vous lis, hein, c'est pas moi qui l'ai écrit. Le cas échéant, les observations méthodologiques de la commission de sondage, instituée à l'article 5 et formulée en application de l'article 9. Et voilà, dans également préconisation de la loi, enfin requête de la loi, article de la loi, une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue par l'article. C'est-à-dire quelques citoyens que ce soit qui souhaiteraient avoir des informations techniques précises sur la façon dont un sondage a été construit et fabriqué, peut aller voir sur le site de la commission du sondage. Donc, évidemment, tout le monde n'ira pas. Les citoyens les plus intéressés iront. Certains journalistes, pas tous les journalistes, peu sont en fait curieux. Certains journalistes iront. Ça peut faire craindre effectivement que des résultats, entre guillemets, faux, comme les résultats bruts, soient publiés en même temps que les résultats établis par les instituts. Ça peut prêter à confusion. Il faudrait trouver un moyen terme qui permette effectivement d'expliquer aux citoyens que le résultat qui est publié est un résultat issu d'estimation, c'est-à-dire de modélisation liant statistiques et sciences sociales. Mais ça, on y viendra tout à l'heure dans le débat. Alors, autre indication que doit fournir la notice, l'objet du sondage, la méthode avec laquelle les personnes ont été interrogées et choisies, c'est-à-dire aléatoire quota, les conditions dans lesquelles ils ont été procédés aux interrogations, le texte intégral des questions, la proportion de personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions, les fameuses sans réponse, les refus de réponse dont vous parliez et dont nous parlons depuis 3 jours. Maintenant, la loi pourrait l'imposer. S'il y a lieu, les critères généraux de redressement des résultats bruts, on vient d'en parler, et le fait que tout citoyen a le droit d'aller consulter cette notice sur le site de la commission. Ensuite, on va passer... Ah, c'est ça. L'organisme... D'accord. Alors, effectivement, l'organisme ayant rédigé un sondage tel qu'il a été défini doit remettre ce document à la commission des sondages et dans un délai de 24 heures. C'est effectivement le point que soulevait Frédéric qui fait débat aujourd'hui, parce que ces 24 heures, c'est à la fois court et très long, et ça implique que certains types de sondages ne pourraient plus être réalisés. Mais en même temps, c'est peut-être une précaution méthodologique. Là encore, il va falloir que le législateur réfléchisse avant d'écrire ça dans le marbre. Un point essentiel, c'est qui va changer la loi de 77 et revue en 2002, c'est la composition de la commission. Jusqu'à présent, la commission était constituée à majorité, enfin, quand je dis à majorité, à écrasante majorité, 9 membres sur 11, par des juristes, des hauts magistrats, des magistrats de la Cour des comptes, etc. C'est-à-dire par des personnels, entre guillemets, des personnes certainement très qualifiées en droit, mais non qualifiées ni en statistique, ni en sciences sociales. Seuls 2 membres, 2 personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre et par le gouvernement étaient habilités, étaient membres de la commission des sondages. Et auprès de cette commission, il y avait 1 ou 2 experts qui, avec beaucoup de travail et beaucoup d'abnégation, étaient censés apporter leur lumière et analyser l'ensemble des sondages publiés, ce qui est vraiment très très peu. Alors cette composition de commission, de par la loi, va changer, si la loi est votée bien sûr, et on conserverait naturellement, parce que on est en France, une majorité de magistrats et de juristes en son sein, mais 5 nouveaux membres sur 11 seraient nommés. Ces membres seraient nommés par des instances scientifiques et universitaires. Vous envoyez la liste, le CNRS, l'INSEE, l'école des hautes études en sciences sociales, les présidents de conférences d'université, voilà. 5 membres qualifiés parce qu'ils, entre guillemets, ils y connaissent quelque chose en sondage, seraient membres de cette commission. Alors j'insiste là-dessus parce que j'ai eu l'honneur, certainement comme Frédéric, mais bien moins souvent, d'être auditionné à quelques reprises par la commission. Et je dois vous dire que je suis
Et je suis toujours désemparé par les questions qui m'y ont été posées, qui prouvent à quel point les magistrats qui m'ont auditionné ne connaissent absolument rien, ne comprennent pas du tout ce qu'est un échantillon et n'ont pas d'idée de la façon dont ça fonctionne, malgré les conseils qui peuvent leur être apportés par